Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis à Peyrade-Bellac pour la 3e édition du Salon des artisans d'art organisé par Hervé Ritter. Bien des domaines sont représentés. La restauration de céramique, de vitraux, de tableaux, de meubles, de livres, ainsi que la tapisserie et la peinture murale. Bonjour Florian. Bonjour. Comment avez-vous découvert le métier de restaurateur céramique ? Entre guillemets par hasard, mais finalement pas tant que ça, parce qu'il n'y a pas de hasard. C'est plutôt ma passion pour justement les objets anciens, les antiquités. J'aime beaucoup faire les brocantes, chiner. Et donc forcément, quand on se livre à ce genre d'activité, on trouve des objets accidentés. Et voilà, c'est comme ça, un petit peu de fil en aiguille, que j'en suis venu à la restauration. Quel a été votre parcours pour devenir restaurateur ? Alors, un parcours un peu atypique, puisque je n'ai pas suivi d'école spécialisée. Il y a des formations avec des diplômes officiels qui existent, mais c'est une profession qui est non réglementée, donc on peut exercer sans diplôme. Alors ça ferme quelques portes, parce que du coup on ne peut pas travailler pour des musées ou des collectivités ou des institutions publiques, mais du coup voilà, on peut se former auprès de restaurateurs qui sont installés, et ça a été mon cas. J'ai rencontré une restauratrice qui est dans la région parisienne et qui a accepté de me former, on va dire de manière un petit peu condensée, intensive, voilà. Quelles sont les différentes techniques de restauration ? Alors, il y a différentes étapes, on peut aller... Alors, en fait, la restauration, elle peut s'arrêter à n'importe quelle des étapes. Mais la première étape, ça va être déjà la dérestauration. Souvent, quand on a des objets anciens, ils ont été déjà recollés, parfois mal recollés. Et puis, les restaurations, c'est quelque chose qui vieillit. Donc, il y a des restaurations, même si elles étaient bien faites, il faut les refaire parce que elles ont vieilli. Et puis, les produits qu'on utilisait à une certaine époque ne sont plus les produits qu'on utilise aujourd'hui. Donc par exemple, vous avez ce petit pot couvert qui est d'origine chinoise. Alors je ne sais pas si on voit bien là sur la photo, mais ça c'était l'état d'origine dans lequel moi je l'ai récupéré. Okay. On voit que la colle avait jauni et la colle avait même séché, ce qui fait qu'il y avait des morceaux qui avaient été collés et qui tombaient. Donc là il y avait quand même un danger pour la durée de vie de l'objet important. Donc la première étape c'était de le dérestaurer, c'est-à-dire de tout décoller. Donc c'est ce qu'on voit ici. En fait, tout a été décollé, les morceaux ont été nettoyés, ça permet de faire aussi un état des lieux, de voir quels sont les manques, où est-ce que se trouvent les fragilités de l'objet. Donc ça, voilà, ça c'est la première étape. Une fois qu'on a tous les morceaux, on effectue ce qu'on appelle le collage. C'est par exemple cette assiette. Et donc, la restauration peut s'arrêter ici. Okay. Lorsqu'on a tous les morceaux, alors là, évidemment, il y a un petit manque juste ici, mais quand les traits de cassure sont nets, qu'il n'y a pas de gros manque particulier, l'objet récupère sa forme. On dit qu'il est de nouveau lisible. Voilà, il récupère sa forme, il n'y a pas d'altération au niveau du décor. Donc on peut très bien arrêter la restauration ici. La deuxième étape de la restauration, c'est par exemple sur ce vase, quand il y a des manques, les parties manquantes sont recréées. Donc là, c'est typiquement le cas, vous voyez, je ne sais pas si on le voit bien, il y avait un manque au niveau du col, donc sur toute cette partie-là, qui a été recréée. Voilà. Donc ça, c'est pareil, on peut s'arrêter ici au niveau de la restauration, et ce sera ce qu'on appelle une restauration archéologique, c'est-à-dire que l'objet retrouve son intégrité physique, sa forme, sa lisibilité, mais il n'y a pas de réintégration du décor. Voilà, là, il n'y a pas eu la reprise de la frise à la peinture, etc. Vous le laissez tel quel pour... Voilà. Alors, une variante de cette restauration archéologique, c'est ce qu'on appelle le bouchage teinté. Donc, c'est-à-dire que la pâte qui a servi à recréer les manques va être teintée dans une couleur approximative pour créer une sorte un petit peu de flou et qui n'est pas gênante. Alors, on va partir par là dans ce cas. Donc là, par exemple, c'est cet objet-là, donc, qui est un grès chinois, probablement Shiwan au niveau de la localisation. Et donc on voit au niveau de l'oreille, donc il y avait les morceaux l'oreille était cassée, il y avait les morceaux, mais il manquait des morceaux. Et donc là, on a comblé avec une pâte teintée d'une couleur approximative, et ce qui permet en fait de redonner à l'objet sa forme, son intégrité physique, sa lisibilité, et on n'est pas sur quelque chose qui est trop choquant visuellement,
et même d'assez loin. Alors assez loin, c'est pas 50 mètres, hein, c'est même quelques mètres, 2-3 mètres. C'est pas du tout visible. D'accord, parce que pour un œil non expert comme moi, je le vois pas. Voilà, ça attire pas l'œil. Oui, voilà. C'est pas du tout gênant. Donc ça, c'est une variante voilà, de la restauration archéologique. Et ça peut aussi s'apparenter à ce qu'on appelle une restauration muséale. La restauration muséale, c'est quand on reprend le décor à la peinture, mais avec une teinte soit plus claire, soit plus foncée, de manière à ce que la restauration reste visible et détectable. Voilà. Alors l'autre étape de la restauration, après quand on veut aller plus loin, c'est ce qu'on va appeler la restauration illusionniste. Et donc là, on va avoir une reprise du décor et on va chercher à masquer les accidents, on va reprendre tout le décor. Donc c'est notamment le cas par exemple sur ces deux objets-là ou sur cette assiette. Donc là on a 2 faïences, une de Nevers, une de Rouen et puis une terre cuite du 20e de Jean Lurçat. Le décor, vous voyez, là a été entièrement repris. Donc on recherche les peintures. Quand on fait le bouchage, voilà, et ben on va combler, on va poncer pour essayer d'être au même niveau. On va rechercher la même couleur exacte en peinture et puis après on va appliquer un vernis de protection. Alors pour vous donner en fait un ordre d'idée de l'état d'avant, ça c'était un plat qui avait été restauré avec des agrafes. Ok. Voilà. Et donc derrière j'ai volontairement laissé, par contre là j'ai pas masqué les traits de casse et les trous d'agrafe. Par contre j'ai teinté, enfin j'ai bouché et j'ai teinté la pâte de bouchage dans une couleur proche de la faïence d'origine. Donc une couleur légèrement voilà, terracotta. Voilà. Et ça permet de voir aussi l'histoire de l'objet. Là on conserve les traits de casse et les bouchages d'agrafe, mais vous voyez de ce côté par contre on voit rien. C'est le côté qu'on voit le plus quelque part. Voilà. Genre, Sur cet objet-là, c'est un peu la même chose. Donc là on voit l'état d'origine. Il avait été restauré avec des agrafes. Alors, en fin de compte, c'est comme des points de suture. Hein. ok. Sur nous, voilà, c'était les points de suture des objets, les agrafes. Alors, on les retire parce que c'était des agrafes qui étaient posées au 19e siècle, la plupart du temps. Elles sont en fer et elles rouillent. Et le problème du métal qui rouille, c'est qu'il augmente de volume et donc il finit de faire éclater la pièce. Ok. Donc, sur le long terme, c'est délétère pour les objets. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on les retire et puis on a d'autres produits d'autres techniques, d'autres colles, on a voilà, d'autres méthodes qui permettent d'avoir une restauration. Donc là, pour le coup, on n'a pas conservé la trace des agrafes. Hein. Tout a été repris. Par contre, on a conservé l'usure naturelle de la pièce. Vous voyez là, les manques d'émail, ça c'est des traces d'usure dues au siècle. Hein. Ça c'est quelque aux chose. mains, aux bagues, C'est ça. autres. Ouais. Là, on est sur un objet qui date du 18e. Ça n'aurait pas eu de sens de le refaire flambant neuf. Voilà, donc il faut conserver les accidents, les accros, les accidents de cuisson aussi, parce que là on est sur une cuisson au grand feu, et donc on voit par exemple que l'émail bleu, à certains endroits, elle a bullé, et après elle a sauté. Et donc ça, il faut le conserver, parce que ça fait partie de l'authenticité de la pièce, comme le fel de cuisson ou l'accident d'émaillage ici. Oui, c'est sa vie, quoi. Voilà, c'est des choses qu'il ne faut pas masquer. Voilà. Mais on est sur une restauration illusionniste, l'important c'est qu'on ne voit plus les traits d'accident. Ouais, là, il était bien visible par rapport à maintenant. Voilà. Et alors, une autre variante qui est un petit peu à la mode en ce moment, c'est la restauration japonaise. Alors, le vrai terme, c'est kitsungi. Et donc là, c'est un petit peu dans le même esprit que la faïence de Nevers qui est ici, c'est-à-dire qu'on va conserver les traces de l'accident. En considérant que, ça fait partie de l'histoire de l'objet, et en même temps, ça permet des fois de le sublimer. Donc c'est typiquement ce que j'ai fait sur cet objet-là, alors qui est le pendant du chien de faux. Donc là, c'est un faucon, toujours en grès de Chiwan, et donc il était entièrement fracassé. Et donc là, les morceaux ont été recollés, et les manques, parce qu'il y avait quand même des parties manquantes, ont été comblés, sauf que du coup, tous les accidents sont conservés et dorés. Ah oui, puis voilà, on le voit particulièrement sur la tête. Tout le maillage qu'on voit, c'est des morceaux. Voilà, tout ça, c'était des morceaux. Et en fait, on dort parce qu'on met en valeur et on considère que ça fait partie de l'histoire de l'objet. Quelle est la pièce la plus singulière que vous ayez restaurée? La plus singulière? Ou les plus singulières, après. Un lavabo. Un lavabo? Ah oui, c'est singulier, oui.
Et d'époque ou... Alors, même pas. Non, mais on peut avoir des fois des commandes parce que finalement, moi, c'est ce que je dis à mes clients, il n'y a pas que les beaux objets très chers ou les objets historiques qui méritent une restauration. Il y a aussi les objets qu'on aime. Voilà. Et là, pour le coup, c'était une dame qui tenait à son lavabo de salle de bain parce qu'il n'était pas particulièrement ancien, mais bon, elle y tenait. Alors, je précise que c'était sur l'extérieur du lavabo et pas au fond de la cuve, parce que sinon, effectivement, ça aurait été compliqué pour la durée de vie de la restauration. Mais du coup, voilà, en objet le plus singulier, je crois que c'est celui-ci, c'est un lavabo. Intéressant. Oui, ça m'avait surpris comme demande aussi, mais finalement, il n'y a pas de demande incongrue. Oui, c'est pas forcément des objets anciens, c'est vraiment... Non, voilà, dernièrement, par exemple, il y a une dame qui m'a demandé de restaurer des souvenirs de voyage de Marrakech. Alors, c'est des objets vraiment sans aucune valeur commerciale, parce que c'est des objets, on va dire, produits en grande quantité, qu'elle a acheté très peu cher, voilà, c'était des petits raviers, voilà, mais en fait, c'était son souvenir de Marrakech. D'accord. Oui, c'est sentimental. C'est vraiment sentimental. Voilà. Et je crois que c'est souvent d'ailleurs les meilleurs objets à restaurer parce que il y a une grande joie quand on restitue au propriétaire un objet auquel il avait un fort attachement. Voilà, moi j'ai vu des gens pas qui pleuraient, mais il y avait une petite larme. Oui, quand même. Le sentiment. Il y avait une petite larme, donc voilà, on sentait l'émotion en tout cas. Merci beaucoup pour tous ces renseignements. Merci à vous. Voilà. On peut vous joindre sur Facebook, Instagram, alors, téléphone, voilà, sur mon site internet, donc ateliernonière.com. Je suis basé à Limoges. Sur mon site internet, vous trouvez tous les renseignements, le numéro de téléphone, l'adresse, le mail, et au plaisir de vous rencontrer. Voilà, de toute façon, je mettrai tout ça en lien dans la description. Merci beaucoup, puis bonne continuation. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonjour Corinne. Bonjour. Quel a été votre parcours pour devenir restauratrice? Alors mon parcours, j'ai travaillé en fait pour le maître verrier Jean-François Guinaud qui a œuvré à Limoges pendant une trentaine d'années. Et j'ai suivi une formation aussi à Limoges et c'est pendant cette formation que j'ai fait la connaissance de la personne qui est devenue mon associée, Cécile Gonzalez. Et on a monté notre propre atelier de vitrail il y a 4 ans qui s'appelle Artis Lux. Au niveau de la restauration, ça passe par plusieurs étapes. La première, c'est le diagnostic, l'étude des vitraux à restaurer. Alors, on peut passer pas mal de temps sur cette étape. Et elle est importante parce que c'est cette étape qui va permettre d'identifier des désordres et de pouvoir proposer des préconisations qui vont être dirigées par des contraintes budgétaires, des contraintes techniques aussi, et puis selon la valeur du vitrail aussi. On ne va pas proposer les mêmes prestations de restauration selon la valeur du vitrail. En général, il y a toujours un nettoyage, il peut y avoir une remise en plomb totale si le plomb est vraiment très abîmé, on peut remplacer certaines pièces si elles sont complètement cassées avec des lacunes. Les lacunes, c'est des manques, c'est des petits manques de pièces. Et puis, on peut aussi juste reprendre certaines pièces et ne pas toucher au plomb. La déontologie du restaurateur, c'est de conserver le maximum de pièces d'origine, de vraiment essayer de conserver, de modifier le moins possible la pièce initiale. Donc s'il y a juste une pièce à reprendre, on va effectuer ce qu'on appelle un dépiquage. Donc là, je peux juste vous expliquer rapidement. On soulève les ailes du plomb de chaque côté, on va enlever un petit peu les soudures et on va venir déloger la pièce qui est à restaurer. Donc si elle est cassée, ça va être plus facile. Si elle n'est pas cassée, ça peut être un petit peu plus compliqué. Et puis on va faire une copie de cette pièce ou alors on va aussi la compléter. Comme ici, là, ce sont des pièces d'un vitrail qui a été endommagé lors d'une tempête. À l'atelier, en fait, on avait quasiment un bac avec plein de petits morceaux de vitraux comme ça. Et on a passé plusieurs jours pour reconstituer les pièces complètes. Et on avait besoin en fait de cette étape de puzzle pour pouvoir avoir le modèle d'origine et le reproduire. Ces pièces-là, on est obligé de les reproduire parce qu'il y a des manques en fait. Il y a beaucoup de manques
Et c'est un vitrail qui appartient à un particulier, il n'a pas une valeur exceptionnelle et le particulier ne souhaitait pas forcément retrouver les pièces d'origine, il n'attachait pas d'importance sur ce caractère-là. Donc du coup, on refait les pièces. Mais pour pouvoir les refaire, il nous fallait le modèle. Donc on est passé par le puzzle. La deuxième étape, ça a été de retrouver un verre qui ressemble le plus possible au verre d'origine. Donc c'est une étape qui peut prendre beaucoup de temps et qui est pas toujours facile. Enfin, on n'est pas toujours contente du résultat parce que ce verre-là, par exemple, d'origine, il n'existe plus, on ne le trouve plus nulle part. Donc on a essayé de trouver des stocks anciens chez des verriers, personne ne l'a. Donc on a été obligé de faire avec un verre qui se rapproche le plus possible. Une fois qu'on a trouvé le verre, on coupe les pièces et là on passe à l'étape du dessin. Pour reproduire les pièces anciennes. Et il faut retrouver là aussi les couleurs de peinture qui se rapprochent le plus possible de l'origine. Donc là c'est des échantillons qu'on a réalisés pour chercher si les émaux, les grisailles, il y a plusieurs types de peintures, lesquelles on allait choisir pour recopier, reproduire les pièces anciennes. De quoi je peux vous parler ensuite? Donc ça c'est l'aspect restauration. Une fois qu'on a reproduit les pièces, donc si on doit refaire le plomb, on remonte le plomb. J'ai oublié de dire qu'évidemment on dépose les vitraux pour la restauration, on les emmène en atelier, on travaille en atelier et ensuite on les repose. Oui. Donc il y a une petite partie chantier aussi, où on monte sur des échafaudages. Travailler à la verticale, ça ne doit pas être simple. Voilà, et puis on travaille avec d'autres corps de métier, avec des maçons, avec des charpentiers, avec des peintres qui réalisent des fresques murales, voilà. Donc voilà, on fait toutes les étapes. Et on fait aussi de la création. Alors la création, que ce soit la création ou la restauration, c'est pour des particuliers, des institutions, des communes, des églises, des vitraux religieux, des vitraux civils. Donc la création, c'est pareil, on s'adresse à tout le monde, peut-être plus avec des architectes d'intérieur, par exemple. Et là, vous avez par exemple le dernier vitrail que nous avons créé de style art déco. Et ce vitrail présente différents types de verres, des verres artisanaux, on peut voir des petites bulles, des verres très texturés qui vraiment étaient très à la mode à l'époque art déco, des miroirs. On a vraiment joué sur les matières. Et ce vitrail a la particularité aussi de contenir des pièces vraiment uniques que nous avons, nous, fabriquées dans notre atelier, qui sont thermoformées. Donc c'est les pièces qui ont du relief. Donc il y a 4 pièces comme ça. Et c'est une technique qui est rarement utilisée dans le vitrail. On ne voit pas couramment des pièces de ce type dans les vitraux. Donc là, le thermoformage, c'est en fait le fait qu'on va utiliser la déformation du verre avec la chaleur du four et lui donner la forme que nous on veut, soit par une sculpture qu'on aura réalisée et qu'on met dans un four. On met la feuille de verre par-dessus, le verre va se ramollir avec la température et épouser la forme de la sculpture. Ou alors, donc ça c'est en bosse, ou alors on peut le faire en creux en réalisant des moules, etc. Donc ça c'est un aspect de notre travail nous on aime beaucoup et qui est un petit peu la signature de notre atelier. Vous retrouvez où sur les réseaux ? Alors, pour nous retrouver, nous avons un site internet, donc Artislux, www.artislux.com. On nous retrouve sur Facebook, on a une page Facebook Artislux, sur Instagram, Artislux là aussi, LinkedIn, voilà, tous les réseaux, on essaye d'être présente partout et on publie régulièrement les étapes de nos chantiers, de nos travaux, de nos recherches et éventuellement de nos rencontres avec le public. Merci beaucoup. À toutes les deux, même. Merci à vous. Merci. Bonjour Michael. Bonjour. Quelle a été votre première rencontre avec un livre ancien ? Alors, ma première rencontre avec un livre ancien, ça date un petit peu, puisque ça fait quand même quelques dizaines d'années. Il faut que je fasse un petit effort de mémoire.
Je dirais que c'était à l'occasion d'une première demande d'un conservateur de bibliothèque pour la restauration d'un de ses ouvrages privés, un ouvrage du 18e, si ma mémoire est bonne, pour lequel il m'a demandé d'intervenir donc, et de restaurer les coins, les coiffes, enfin toutes les parties de cuir abîmées de l'ouvrage. Donc j'ai restauré les parties de cuir abîmées et c'était ma première rencontre, en tout cas en tant que, que restaurateur de livres. Après, les rencontres de livres anciens, elles datent de bien plus longtemps puisque c'est ma formation initiale. Donc c'est, on va dire, après la troisième. Donc là, j'ai appris donc, le métier de relieur. Donc forcément, j'ai côtoyé des livres anciens. Anciens de 19e, on va dire, jusqu'à bien plus anciens, 15e, 14e, etc. Qu'est-ce qui vous a attiré vers le métier de restaurateur de livres? L'amour de la lecture, l'amour du livre ancien, cette transmission de génération en génération. Un livre, ça traverse les siècles. Il y a une historique à travers son appartenance, à travers son contenu, et pour moi, ça, c'est passionnant. Et voilà, c'est l'amour du livre. C'est une passion. C'est riche. Culturellement, c'est très intéressant. On y découvre plein de choses quand on s'y intéresse un petit peu plus profondément, on va dire. Et donc, ça a toujours été. C'est un métier que j'ai découvert très tôt. J'étais plus destiné à m'orienter vers le dessin, dessin d'architecture notamment, ou dessin publicitaire. Et puis j'ai bifurqué très rapidement vers le monde de la reliure. Et j'ai découvert des connaissances beaucoup plus vastes et un enrichissement beaucoup plus important, je trouve, culturellement parlant, que le dessin. Donc ça date un petit peu. Quels sont les outils indispensables pour un restaurateur de livres? Oula, il y a énormément d'outils. Il y a des grosses machines notamment. Donc il faut un masticot, une presse. Il faut, pour parler des machines, un étau à endosser donc pour arrondir le livre. Il faut une cisaille. Bon, ça, voilà, pour parler des machines importantes, des machines conséquentes. Après, il y a de nombreux petits outils, puisqu'il y a, je crois, en termes d'intervention, il y a plus de 200, entre 200 et 250 interventions pour réaliser le livre. Donc, il y a nécessairement besoin de petits outils après. Donc, ça peut être de la simple aiguille pour pouvoir coudre le livre à du matériel spécifique à la reliure, donc un marteau spécifique à la reliure, une pince à nerfs pour pouvoir faire les nerfs sur le dos des livres. Après, il y a tout aussi le matériel de dorure pour le relieur qui pratique la dorure, donc les fleurons pour dorer les livres, les roulettes aussi pour faire les décors sur les plats des livres. Donc il y a quand même une multitude d'outils nécessaires pour réaliser un livre de A à Z. Ok. Comment restaurez-vous un livre endommagé par l'humidité, les insectes, le temps? Alors, c'est une question un peu, complète, j'ai envie de dire. Il y a plusieurs. Après, ça tout dépend de l'état de dégradation. Si c'est une dégradation, donc si c'est un dommage causé par de l'humidité, donc là, il faut s'assurer que le papier ne soit pas infecté. Donc, s'il est infecté, il faut que le livre soit désinfecté. Donc dans ce cas-là, moi techniquement je ne peux rien faire. Donc je l'envoie dans une société qui va se charger de ce traitement-là. Donc c'est passé en autoclave et on va neutraliser tous ces champignons, toutes ces bactéries qui peuvent endommager le papier. Une fois que ça c'est fait, on va passer au nettoyage du papier, donc éliminer en quelque sorte
ces champignons, ces moisissures. Donc là, c'est ni plus ni moins que par brossage. Hein, donc c'est très très méticuleux, ça demande un certain temps. Et ensuite, s'il y a une dégradation de papier, donc par des greffes de papier, donc de papier Japon notamment, pour pouvoir combler des trous, pour pouvoir renforcer le papier qui aurait été détérioré, donc qui aurait perdu de sa résistance. Donc des greffes de papier, donc collées avec des colles d'amidon. Ensuite, ça c'est pour la partie, on va dire, moisissure. Pour la partie endommagée, donc par des insectes, en général, une fois que les insectes ont fait leur boulot, ils s'en vont, les ouvrages. Donc si l'ouvrage a été mangé, s'il y a des petits trous, les insectes, en règle générale, ne sont plus dedans. Mais dans le cas où il y aurait encore des insectes dans l'ouvrage, là on va procéder par un traitement par anoxie, donc pour neutraliser justement ces insectes-là. Et là encore une fois, c'est pas moi qui le fais, je sous-traite ces étapes-là. Moi j'interviens après, une fois que les traitements, une fois que je suis dégagé de tout risque infectieux de moisissures ou de bactéries ou d'insectes. Une fois que le livre est sain. Une fois que le livre est sain, voilà. Okay. Voilà. Je ne suis pas équipé pour pouvoir traiter ce genre de phénomène et je ne veux pas non plus prendre de risques de contamination avec d'autres ouvrages, etc. Oui, puisque ça peut se transmettre du coup d'un livre à l'autre comme tout microbe. Oui. Oui, tout à fait, oui, il y a des risques. L'humidité, c'est des germes, c'est dans l'air, donc ça peut se propager. Des insectes, c'est pareil, c'est microscopique, donc ils peuvent très bien se reporter d'un livre à un autre. Donc moi je préfère tout envoyer à la désinfection ou au traitement par anoxie en ce qui concerne les insectes. Je récupère les éléments sains et après j'interviens. Quel est le livre le plus ancien que vous ayez restauré? Alors le livre le plus ancien que j'ai restauré, c'est un ouvrage qui avait été commandité par un Limougeot, dont j'ai perdu le nom, vous m'en excuserez, mais c'était en 1400, début 15e siècle, je dirais entre 1400 et je crois que c'est 1413 il me semble. Okay. Donc c'est un ouvrage qui est un ouvrage un des plus anciens conservés au sein de la bibliothèque universitaire de Limoges. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Et je vous en prie. Bonjour Boris. Bonjour. Comment avez-vous découvert le métier de restaurateur de meubles? Bon, c'est une longue histoire. Je suis à la base guitariste et je voulais être luthier, mais je n'avais pas la possibilité d'exercer ce métier, de l'apprendre. Du coup, je me suis tourné vers la menuiserie et l'ébénisterie. J'ai appris à connaître le métier du bois. Et c'est pendant mon apprentissage que j'ai découvert le métier de restaurateur de meubles anciens. Et ça m'a vraiment plu et je suis resté là-dedans jusqu'à aujourd'hui. Vous avez suivi une formation ou c'est autodidacte? Oui, j'ai suivi une formation. Je suis allemand, je viens d'Allemagne. J'ai fait mon équivalent d'un CAP en Allemagne. Et après, j'ai fait un peu comme les compagnons un tour en Allemagne, d'atelier en atelier, où j'ai appris plein de techniques sur la restauration de mobilier. Et j'ai fini par avoir mon diplôme à Venise. C'est un centre européen pour la sauvegarde du patrimoine architectural. Et voilà, je suis diplômé de là. Quels sont les signes qui indiquent qu'un meuble a besoin d'être restauré? Alors, il y en a beaucoup. Alors, ça peut être un simple nettoyage. Par exemple, que le meuble est un peu sale, qu'il faut le nettoyer. Et après, il y a d'autres signes. Par exemple, des casses, du manque de plaquage, des tiroirs qui s'ouvrent mal, des portes qui sont voilées. Enfin, il y a plein de différents signes qui montrent qu'un meuble a peut-être besoin d'être restauré. Genre, par exemple, l'exemple qu'on a là. Oui, là, vous voyez l'exemple. Bon, il y a le côté non restauré, visiblement. Il y a du manque de plaquage, tout est un peu sale, il y a des taches partout. Voilà. Et le côté restauré, là, vous voyez, ça a été nettoyé, les filets de laiton ont été remplacés. Comme c'est une pièce que je monte exprès pour les expositions, je n'ai pas reteinté les greffes. Vous voyez, alors c'est le même bois, c'est du palissandre.
mais il a un petit peu une différente couleur. Pareil pour la moulure du côté. Et ça montre, voilà, c'est quasiment terminé. Quelles sont les techniques de restauration que vous utilisez pour préserver l'authenticité d'un objet? Alors, déjà, je travaille avec des matériaux, des matières premières qu'on utilisait à l'époque. Voilà, comme par exemple des colles chaudes avec de la colle d'os, de la colle de nerf, aussi de la colle de poisson. Il y a de la cire d'abeille pour préparer mes cires, de la gomme laque pour faire des vernis au tampon. Et ce qui est très important dans la restauration, que ce soit pour le meuble, je pense que pour la plupart des choses, c'est de garder une réversibilité. Ça veut dire ce que je restaure peut être dérestauré facilement avec le temps si jamais il fallait réintervenir sur l'objet que je restaure. D'accord, ok. Oui, on peut retrouver l'état d'origine, non, parce qu'il est abîmé, mais comme avant votre travail. Voilà, et puis je travaille, par exemple, si vous avez un bois comme ici du palissandre, ou là vous êtes sur de l'acajou, ben, j'utilise le bois, l'essence du bois qui correspond, et je regarde la veinure du bois pour que les greffes s'adaptent le mieux possible, pour que ce soit le moins visible ce que je fais. Ok. Et quels produits utilisez-vous pour les finitions? Alors pour les finitions, pareil, c'est à l'ancien, ça veut dire soit de la gomme laque qui correspond à un vernis au tampon, ou alors des cires d'abeille, des cires de carnauba pour les meubles cirés. Je fabrique aussi, et pour les fabrications, j'utilise des huiles. Ce que j'utilise en revanche pas du tout pour la restauration de mobilier, parce qu'on ne huile pas un bois ancien. Voilà. Ok. Et quel est le meuble le plus ancien que vous ayez restauré? Bon, j'en ai eu beaucoup entre mes mains, alors c'est compliqué, mais je pense que ça devait être un meuble Régence, voilà. Probablement, oui, un meuble Régence, je pense. Ok. Merci beaucoup pour ces infos. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet, Facebook? Alors, j'ai pas de site Internet, mais en revanche, j'ai ma page Facebook. Voilà. Ok. Moi, j'ai les renseignements, donc je les mettrai en lien. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Marie, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui a éveillé votre passion pour la peinture murale? Ce qui a éveillé ma passion pour la peinture murale, c'est d'abord un amour, je pense, assez fort pour le motif et l'ornement. Je trouve que on trouve beaucoup d'influences magnifiques à travers les motifs présents sur la porcelaine, mais également beaucoup pour moi dans un courant artistique comme celui de l'art nouveau ou de l'art décoratif. Étant issu vraiment de la ville de Limoges et de tout son savoir-faire lié aux arts décoratifs, je suis tombée dans le bain et le motif est vraiment pour moi quelque chose de central et ça m'a vraiment... j'ai eu vraiment envie de l'utiliser et développer dans ce sens-là. Très bien. Et quel était votre parcours artistique et avez-vous suivi une formation spécifique? Alors, mon parcours artistique s'est fait d'abord aux Beaux-Arts, à Limoges, plus particulièrement à l'École nationale supérieure d'art à Limoges. À l'époque, il était fusionné avec celle d'Aubusson. Donc, j'ai eu un petit parcours également à Aubusson, donc j'ai été sensibilisée également à la tapisserie. Et encore une fois, à travers la tapisserie, il y a cette idée du motif qui est vraiment récurrente, même si je n'ai pas développé en ce sens-là, même si je ne me suis pas orientée vers la porcelaine non plus et le motif sur porcelaine, j'ai quand même eu une sensibilité développée en ce sens-là en faisant mon parcours aux Beaux-Arts, même si je me suis orientée plus vers des médiums comme à l'époque, comme la photo ou la vidéo. J'avais toujours une partie de mon travail qui a été dédiée spontanément au motif à côté. Ok. Et quels sont les artistes
qui ont influencé votre travail? J'ai eu un attachement particulier pour Chagall, entre autres, puisque j'ai trouvé ses peintures extrêmement colorées et vives et remplies d'une âme. Après, j'ai été très sensibilisée également aux estampes japonaises et qui, de par leur modernité, ont beaucoup secoué l'art occidental. Et donc c'est pour ça que j'ai eu aussi comment dirais-je, un attachement particulier pour les impressionnistes également, qui ont été aussi influencés beaucoup par l'art japonais. On va dire que j'ai suivi un petit peu le parcours des impressionnistes et via la modernité de l'art japonais. Ok. Et où trouvez-vous votre inspiration? La nature, l'actualité, les émotions personnelles? Il y a un petit peu de tout ça. On va dire que pour mon activité liée au décor, la nature est vraiment une source d'inspiration infinie. J'aime beaucoup observer les fleurs et j'aime beaucoup les restituer. Je trouve qu'elles ont un graphisme et puis beaucoup d'élégance. Et puis les couleurs, hein, la palette des couleurs est infinie. On peut développer, on peut même consacrer sa vie à explorer les fleurs. Donc c'est pour moi une source d'inspiration infinie, la nature. De par tout le graphisme qui en ressort, mais aussi la palette de couleurs. La nature est omniprésente dans mon travail. Après, l'émotion, bien sûr, qu'il faut de l'émotion, de la passion, de l'enthousiasme comme moteur pour investir les surfaces, les murs et tous les supports possibles. Okay. Et du coup, quelle technique utilisez-vous? Les matériaux que vous préférez? On va dire que j'ai un travail qui est particulièrement saisonnier et en fonction des saisons, j'utilise des matériaux différents. Là, actuellement, je suis en plein dans les décorations de vitrines pour Noël, donc j'investis les supports verts. Et là, je les investis surtout avec des feutres. Des feutres à base de pigments pour investir ces surfaces-là, et j'investis également le verre avec la peinture. Donc c'est vrai que en ce moment c'est plutôt ce type d'outils que j'utilise. Après, au-delà des vitrines, quand j'investis les murs pour réaliser des décors peints, des fresques, là je m'oriente essentiellement vers la peinture, qui est la technique de prédilection. Et ensuite tout ce qui est un peu plus personnel, le travail plus personnel, je l'investis surtout actuellement en photo et en écriture. J'ai un contenu qui cherche sans arrêt à être dans la poésie, alors que ce soit à travers les mots ou dans mon travail en tant que peintre en décor, il y a cette notion de poésie qui est récurrente. Très bien, oui, on peut voir derrière un sapin que vous avez commencé ce matin. Oui, ouais. Là, en fait, j'ai eu un parti pris qui était à la fois d'évoquer Noël et en même temps le vitrail. Dans le cadre de ce salon des métiers d'art, le vitrail est mis en avant. Donc pour moi, c'est la première fois que j'investis cette thématique du vitrail. Et de Noël, non, c'est pas la première fois, mais les deux ensemble, c'est une nouveauté. Et ma foi, je m'y amuse beaucoup. Pour le moment, j'ai effectué que le cerne doré, mais très vite, je vais investir les surfaces manquantes de couleurs. C'est très bien, merci beaucoup pour toutes ces infos. Je suppose qu'on peut vous retrouver sur Internet?
Bien sûr, ouais, je suis assez présente sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, mais aussi le site Houzz, H-O-U-Z-Z, où là j'ai une page et il est possible de consulter tout mon univers dédié au décor et au décor peint. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vous en prie. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour Daniel. Bonjour. Comment avez-vous découvert le métier de restauratrice? En fait, je suis tombée dedans quand j'étais petite parce que ma tante était tapissière. Donc, depuis mon plus jeune âge, je circule un peu chez les clients, je vois du beau mobilier. Donc, du coup, déjà, j'ai un petit peu appris au niveau des styles avec elle. Donc, voilà, en fait, c'est comme ça que je l'ai découvert. Vous avez suivi une formation spécifique? Alors oui, en fait, j'ai deux formations. J'ai une formation de tapissier spécialisé dans la restauration de sièges, on dit tapissier garnisseur, que j'ai passé à Dijon il y a 25 ans. Hier. Oui, voilà, hier. Hier. Et une formation je suis diplômée de l'École supérieure d'ébénisterie des Alpes de Haute-Provence, donc pour tout ce qui est restauration de mobilier et création de mobilier également. Voilà. Quel type de siège restaurez-vous? Alors, tout type de siège, aussi bien de style que contemporain. Ma spécialité, évidemment, c'est la restauration traditionnelle avec l'utilisation de ressorts, de crins, mais je fais également de la restauration contemporaine en utilisant de la mousse. Je travaille également le cuir, donc tout ce qui est restauration de cuir, de canapé cuir, de club, je fais aussi. Quel type de matériaux utilisez-vous? Donc vous m'avez dit du cuir, du Voilà, tissu, cuir, du bois? Tissu, bois, évidemment. Alors mon bois de prédilection, lorsque je crée du mobilier, c'est le noyer, parce que je trouve que la veine est très belle. Et je suis un petit peu égoïste, mais j'avoue que lorsque je le découpe en atelier, son odeur poivrée, j'adore. Ok. Voilà, mais sinon, effectivement, j'utilise toute essence de bois. D'accord. Chêne, noyer, donc, châtaignier, hêtre, toute essence de bois. Et lequel se travaille le mieux? Après, c'est une question de goût. D'accord, bon, c'est pas... Ok. Et quelles sont les techniques de restauration que vous utilisez le plus? Alors, les techniques traditionnelles, tenons mortaise, en restauration d'assemblage, surtout pas de vis, parce que de toute façon, dans le temps, c'est pas pérenne, ça prend du jeu et ça tient pas. Donc, en général, oui. Et puis, sinon, en restauration de marqueterie, classique, en utilisant du plaquage, des cols de peau de lapin, cols d'os, en fait, de la restauration classique. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Alors on peut me retrouver sur Facebook, effectivement, sur Instagram, et j'ai également un site internet www.atoutcrin.fr, donc vous pouvez voir et suivre un petit peu mes réalisations et les différentes cordes à mon arc. Merci beaucoup, au revoir. Bonne continuation. Bonjour Jeannette. Bonjour. Comment avez-vous découvert le métier de restauratrice? C'était une belle rencontre par hasard en fait, c'est-à-dire pour commencer tout au début, depuis toujours je touche des tableaux d'art depuis que je suis née en fait, mais j'ai fait mes études à Paris, j'ai commencé en histoire de l'art à la Sorbonne à Paris 4 et en cours de route j'ai rencontré quelqu'un qui faisait une école de restauration à Paris et ça m'a beaucoup plu et je me suis renseignée et je me suis inscrite dans cette école. C'était une formation qui à l'époque durait 4 ans. Maintenant c'est un métier qui est passé à 5 ans sur concours, mais à l'époque c'était 4 et cette école ça m'a beaucoup plu. C'était quelque chose que je trouvais très concret, qui liait donc la théorie et la pratique ensemble et l'histoire de l'art en fait toujours partie, on n'a jamais fini d'apprendre. Et la technique, ça me permettait de toucher les toiles. C'est un énorme privilège que j'ai dans ce métier. Et donc pour moi, c'était une voie qui s'ouvrait à moi. Et donc j'ai fini cette formation et je me suis installée à mon compte en janvier 2009. D'accord. Justement, j'allais vous poser la question, quelle formation vous avez suivie? Donc c'est une école de restauration de tableaux spécifique pour ce métier parce que c'est très technique. Les livres parlent souvent des restaurateurs d'art comme les médecins de l'art, donc c'est très juste parce qu'il y a, à part le côté technique, il y a quand même beaucoup de choses à connaître, à savoir. Il y a une déontologie à suivre, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc ce sont des études où
où on apprend tout ça et aussi les inconvénients, on n'en parle pas assez, il y a beaucoup de produits toxiques qu'il faut savoir manipuler. Pourquoi pour obtenir quoi? Donc tout ça s'apprend et moi ça m'a beaucoup plu. Quelle technique utilisez-vous pour restaurer un tableau et quels sont les outils indispensables? Alors, je dirais, premier outil vraiment indispensable, on l'a un peu vécu, c'est un masque que je porte tout le temps. C'est un masque pour les solvants, pour éviter de les respirer en permanence. On n'y échappe pas. Après, un autre outil pour regarder de près, il y a différentes sortes, c'est une loupe frontale. Ça, c'est qu'une chose. Après, il y a bien sûr, en fonction de ce que je fais, il peut y avoir, pour des traitements bien particuliers, des seringues avec des embouts pour traiter. Il peut y avoir différents outils. Bien sûr, le scalpel, ça permet aussi de gratter, très important, donc des petits matériels de chirurgien. Pour le nettoyage, il y a différentes techniques. Il existe bien sûr le bâtonnet avec le coton qu'on enroule donc autour et avec des solvants. Donc là, j'ai pas beaucoup d'échantillons, mais il y a des solvants. Je suis liée à des gammes de solvants qui peuvent être mélangés ou pas, augmentés ou pas en pourcentage en fonction de ce que je souhaite faire. Il y a différentes choses à distinguer dans un nettoyage. On distingue le décrassage, l'allègement de vernis et les retraits de repeint. Et en fonction des sous-couches, de la qualité du pigment, il y a des pigments plus fragiles que d'autres et du type de vernis, de la résine qui contient, on peut faire différentes choses. Après, les techniques elles-mêmes, il en existe aussi différentes techniques. Donc il y a le bâtonnet et avec le solvant bien sûr. Il existe des techniques où on fabrique soi-même son gel qui nécessitent des connaissances approfondies chimiques qui s'apprennent, mais il faut connaître beaucoup de choses, c'est relativement long, que je ne peux donc pas montrer ici, mais il y a ça. Après, il y a bien sûr toute une partie de retouche, donc j'ai besoin d'une palette, celle-ci ou une autre, ça c'est une petite, chez moi dans l'atelier j'ai une plus grande. Après on retouche avec des produits qui sont propres à la restauration, qui imitent la peinture à l'huile mais qui ne le sont pas. Donc il y a différentes choses, soit en tube, soit en côté. Ou alors carrément des pigments comme ici, donc c'est fermé encore, mais des pigments qu'on peut utiliser. Donc la différence avec la peinture à l'huile, c'est le liant. C'est un mélange de matériaux que je vais faire, de deux produits en général, et qui imitent l'huile, mais chimiquement parlant, ça ne l'est pas. Pourquoi ? C'est tout simplement un restaurateur, tout ce qu'il fait, ça doit être réversible. Et cette réversibilité demande de ne pas utiliser, je ne retoucherai jamais à l'huile, jamais, jamais, jamais. Okay. Et donc tous les produits que j'ai sont propres à la restauration. Aucun peintre n'utiliserait mes produits de restauration pour peindre un tableau. C'est pas fait pour. Okay. Donc mes produits sont étudiés par des chimistes dans le monde entier et sont des produits qui évoluent aussi dans le temps. Il y en a qui sont retirés du marché parce qu'ils ont trouvé des meilleurs, etc., plus stables et qui correspondent avec des paramètres très précis. Donc il faut se tenir informé, il faut savoir lire les fiches techniques de chaque produit, pourquoi on les utilise, dans quel cas, chaque tableau est différent. Et donc cette déontologie du métier, c'est en gros la même pour tous les restaurateurs. C'est cette réversibilité des choses, la stabilité des matériaux. Et si un tableau restauré aujourd'hui doit être de nouveau re-restauré un autre jour, on peut défaire ce que j'ai fait sans endommager l'original. C'est le but d'une restauration. Okay. Et je ne fais que sauvegarder ce qu'un artiste a créé. Je ne suis pas là pour créer ou améliorer, entre guillemets, une peinture. D'accord, oui, c'est un peu la pratique de tous les restaurateurs, parce que le céramiste m'a dit la même chose. Exactement. Quel type d'œuvre restaurez-vous le plus souvent? Des tableaux, je suppose? Alors, je suis restauratrice de peinture de chevalet pour me distinguer par rapport aux peintures murales, des fresques par exemple. Ça, c'est un autre métier de restauration. Je m'occupe des peintures, alors ma formation, c'est des peintures à l'huile, sur toile, sur bois ou sur cuivre. Il peut exceptionnellement arriver un tableau légèrement plus contemporain, mais c'est une spécialité où on n'en a pas encore beaucoup
de recul. Il y a des restaurateurs qui existent pour les peintures acryliques et modernes, mais c'est encore quelque chose à découvrir et à avoir un peu de recul. D'accord. Et là, j'ai vu qu'une personne, vous avez amené un tableau avec un trou à l'intérieur, sérieusement abîmé. Vous faites comment pour réparer? Ah, alors là, il y a mille et une possibilités pour intervenir. Tout dépend si le support toile tient suffisamment bien. Donc, il y a déjà, en général, j'essaye d'abord, si je peux, c'est pas toujours faisable parce qu'il n'y a pas une manière de faire. Si je peux nettoyer le tableau, parce qu'il y a forcément une couche au moins de poussière ou le vernis qui s'est oxydé avec le temps, je m'occupe d'abord de l'état du vernis, donc l'alléger ou le nettoyer, le décrasser ou le dégraisser pour pouvoir appliquer très souvent un papier qui est propre à la restauration avec un pH neutre. Il y a différents grammages, différents adhésifs qui permettent de le faire. Et je retourne le tableau, je le démonte de son châssis, je le retourne et je m'occupe de revers. Donc en fonction, si c'est une déchirure ou un trou, je fais soit des greffes, soit des inclusions, des pontages, un tas de choses sont possibles. Après, je peux poser des pièces pour le maintenir, ou carrément un rentelage, ou un doublage. Et je le remonte sur son châssis d'origine ou sur un nouveau châssis, ça dépend s'il est suffisamment solide. Et après, je m'occupe de tout ce qui est masticage, que je fais un ragréage, je fais aussi un sculptage pour que ça ressemble le plus possible à la surface picturale d'origine. Et après, je fais mes sous-couches, je fais un premier vernissage pour isoler. Et après, je fais ma réintégration chromatique proprement dite, et qui en superposition de couches, et après le vernissage. D'accord, oui, c'est un beau travail. Il y a plein d'étapes intermédiaires. C'est jamais le même cheminement, tout dépend du tableau. C'est lui qui me dit comment je dois procéder et surtout avec quel produit. Il y a beaucoup de produits divers et variés qui peuvent me permettre de restaurer un tableau. Merci beaucoup pour toutes ces infos. C'est moi. Je suppose qu'on peut vous retrouver sur le réseau. Tout à fait, on peut me retrouver sur Facebook, je suis sur Instagram, j'ai un site internet où il y a plus de choses d'ailleurs. Et voilà, donc JeannetteBrun.fr. Ok, merci beaucoup, bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Avant de retrouver Hervé pour le mot de la fin, je voulais remercier tous les intervenants d'avoir gentiment répondu à mes questions. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut et activez la cloche de notification. Oui, je suis effectivement hyper satisfait de cette troisième manifestation de rencontre là, des artisans. J'ai l'impression qu'ils ont tous rencontré beaucoup de clients potentiels et c'est bien le but. Et puis à travers tout ça, ce qui est passionnant, ce qui est intéressant, c'est de faire vivre nos objets, enfin objets, meubles, peintures, etc., de les faire vivre dans le temps. Ce qui a été conçu il y a 100 ans ou 150 ans ou 200 ans, ça sera là après nous et c'est ça qui nous motive tous, quoi. Donc effectivement, c'est une jolie manifestation et puis on va la perdurer. L'année prochaine, on refera une conférence comme on a fait cette année sur un thème dont on a l'idée, mais je garde encore secret, mais ça va être très très chouette. Donc voilà. Merci beaucoup, puis on se donne rendez-vous l'année prochaine alors. Et ben voilà, à l'année prochaine.